Insensé, impossible, paranormal, Novak Djokovic renverse Francisco Cerundolo après 4h39 de combat et la certitude, c'est que cette victoire va beaucoup, mais alors beaucoup faire parler, beaucoup faire réagir. Avant d'attaquer directement dans le vif du sujet, mon très cher Goat, n'hésite pas à t'abonner, c'est super important pour la vie, pour la survie de la chaîne, pour son évolution. T'abonner, claquer ton meilleur pouce et lâcher également un petit commentaire à propos de cette rencontre. Alors, ce qu'on a vu ce soir, ça défie la logique, mais c'est presque un match Djokovicien, j'ai envie de dire. Je l'ai tellement vu ce match en fait, en vérité, je l'ai vu 50, 100 fois, 150 fois, on le savait, au moment même où Novak a l'air complètement touché avec son genou, il n'arrive plus vraiment à bouger, Cerundolo a complètement le match en main dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième manche, on sait que ça va tourner, c'est presque cousu de fil blanc en fait, quelque part. Enchaîner ce combat, après ce qu'il a montré face à Lorenzo Musetti, après un match dantesque fini à 3h15 du matin, c'est tout simplement paranormal. C'est complètement fou. Ça va être une victoire clivante, on va le détailler d'ailleurs vraiment en profondeur dans le coin tactique, mais au niveau du genou, du langage corporel, du scénario du match, il y a énormément de choses à dire, du coup on va prendre le temps de le faire en détail. Je veux bien votre avis dans les commentaires et on attaque l'analyse tout de suite. Allez, on attaque tout de suite avec ce qu'on pourrait qualifier de prologue. 6-1 pour Novak Djokovic dans la première manche et vraiment à sa main, à son aise. On sent que le match contre Lorenzo Musetti a remis les idées en place. Je trouve que lors de ce set, il va jouer 90% des coups dans la zone juste, l'effet juste, le coup juste, vraiment très impactant sur le début de la partie. Et on arrive immédiatement dans le cœur du drama, nous sommes à 2-1 dans le début du deuxième set, et Novak Djokovic qui va juste faire un changement de direction, une petite reprise d'appui, et qui va manifestement se bloquer le genou droit. Ça va être le thème principal de la rencontre. Il est manipulé ici dans cette position, c'est un MTO qui va durer d'ailleurs plus de 7 minutes, très long, le temps que ça arrive, le temps qu'il soit traité, etc. Sur le jeu suivant, on voit bien manifestement qu'il y a quelque chose, il se teste sur ce jeu, il teste les sensations entre les points, on voit qu'il raccourcit aussi au maximum. Là par exemple on a une balle de break, il fait un service volé, il va écarter une autre balle de break avec un ace. Sur le jeu suivant, rebelote, 4 balles de break pour Francisco Cerundolo, mais on connaît le mental de l'Argentin et on va en reparler dans la partie, c'est un mental qui est friable. Là par exemple, un coup relativement facile qui va sortir de quelques centimètres simplement, et le reste du temps, Djokovic qui se contente, entre guillemets, de mettre la pression. Qui dit Djokovic touché, dit Djokovic énervé. D'abord parce qu'il estime que sa petite glissade, son changement d'appui avec le genou bloqué, c'est de la faute des organisateurs, donc il a demandé au superviseur de venir. Il lui a demandé, mais est-ce que c'est possible de nettoyer le court à chaque changement de côté? Et le gars lui a dit, bah non, c'est pas possible, on a un standard en fait dans notre organisation, on peut pas faire ça parce que tu le demandes, on n'est pas non plus à la botte et au service de Novak Djokovic, mais je pense qu'il en avait gros aussi par rapport à son match face à Musetti où il avait terminé très tard. À ce stade, nous sommes à 0/11 au niveau des balles de break pour Cerundolo, et Novak qui va finalement craquer sur ce jeu à 6-5, 3 grosses fautes directes. On sent qu'au niveau des jambes, au niveau des appuis, ça c'est difficile pour lui de vraiment s'ancrer, ça mouline aussi beaucoup moins, il fait un petit peu tout avec le bras, il y a une double faute également sur ce jeu, et ça fait un set partout. Cerundolo qui va rentrer dans une phase très vertueuse et qui va être malin, je trouve, il va rester calme, compact, il va pas surjouer. Évidemment, il voit que Novak est manifestement diminué parce que Novak montre beaucoup ses difficultés de déplacement, et à chaque fois qu'il rate un coup, tu sens qu'il voilà, il est tout désarticulé, c'est de la faute de son genou, etc. Mais Cerundolo qui va vraiment rester très compact et qui va breaker dans cette position en faisant se déplacer Novak. On avait vu un Djokovic touchant, vraiment poignant contre Lorenzo Musetti. Moi je pense que c'est une de ses plus belles victoires, certainement dans le top 2, top 3 à Roland Garros, victoire magnifique, émotionnelle, intense, qui m'a filé les frissons. Vous avez vu d'ailleurs la vidéo précédente, j'étais complètement emballé par ce match. Là, on a vu plutôt le Dark Djokovic, qui a intimé l'ordre à l'un des membres de son clan de dégager tout simplement. Beaucoup de tension, beaucoup de frustration, et là bon, vous voyez l'expression de Novak, je pense que ça se passe de mots, c'est en direction de son clan, et on sent qu'il y a vraiment voilà, une animosité, une colère, il a besoin de libérer tout ça. Est-ce que c'est bien de le faire sur ses membres proches? C'est toujours un peu la question qu'on se pose. Toujours est-il que Djokovic va continuer ce troisième set à l'économie, pas mal de services volés, il va tenter des 1-2 aussi, hein, il veut absolument expédier les points. Cerundolo malin qui va jouer sur le revers, sur le replacement, là bah il y va carrément pas. Novak. À 4-1 dans le troisième set, on va lui livrer, alors j'ai mis sur mes notes potion magique.
c'est une blague. Dans le troisième set, on va continuer en vérité sur cette lignée pour Djokovic avec plus rien dans les jambes, tout avec le bras, tout vraiment sur le haut du corps. On sent qu'il n'y a pas du tout d'engagement. Alors on peut se poser la question à ce moment-là, est-ce qu'il conserve des forces pour la suite? Mais dans tous les cas, Francisco Cerundolo a le match en main, mais vraiment verrouillé, quoi. Et là on arrive à la fin du troisième set et il va se passer quelque chose de très important. Peut-être que vous étiez parti aux toilettes ou faire votre petite affaire à la fin du troisième, vous avez raté cette séquence, mais d'abord donc deux choses. La première, Novak Djokovic qui va demander à Aurélie Tourte de fermer les lumières. Là, vous les voyez, elles sont en train de se refléter, donc il dit c'est un peu trop vif, il fait encore jour, etc. C'est une demande qui va être accédée, et on a eu également deux petits comprimés qui ont été livrés. Alors, je soupçonne, là vraiment, c'est pure hypothèse, c'est une hypothèse, que ce soit des antidouleurs, qu'il ait fini la partie avec des antidouleurs. Il va peut-être s'exprimer là-dessus d'ailleurs en conférence de presse après, parce que je pense qu'il va devoir justifier ce qui s'est passé pendant le match parce que c'était lunaire. Et donc il a reçu ça. Il a reçu aussi pas mal de massages, pas mal de traitements. Le quatrième set va nous montrer que Djokovic vit et meurt à travers son service. Ça a été capital pour lui, pour faire des services volés, pour faire des +1 dans un fauteuil. On sent que dès qu'on arrivait sur la troisième, la quatrième, la cinquième frappe, ça devenait très difficile. Cerundolo le voyait aussi, bien sûr. Donc il a super besoin de son service, tel un serve-bot, et à contrario, au niveau du retour de service, en position de relanceur, alors que c'est l'un des plus grands relanceurs de l'histoire, avec André Agassi et Jimmy Connors, bah y a rien. Il n'y arrive pas. Vraiment. Et donc on se dit, allez, ça peut peut-être aller jusqu'à un tie-break, mais comment est-ce qu'il va pouvoir réussir à breaker Cerundolo? Il est totalement inoffensif. Il n'arrive pas à avoir le dynamisme nécessaire pour aller chercher les balles. Quand il est en retour de service, Novak, vous le savez, parfois il y a des photos qui sont complètement folles, où on le voit en mode Elastic Man, mais ça, t'as besoin d'avoir quand même une certaine impulsion, une certaine souplesse, une confiance en tes articulations et en ton genou, et là, c'est pas possible. Et fatalement, nous arrivons au cinquième jeu de la quatrième manche, et Novak Djokovic qui va concéder le break, que des coups de compensation. Pas du tout confiance en ses jambes, en ses guibolles. Cerundolo, à contrario, en face, je trouve très froid, lucide, hein, qui fait jouer Novak, qui fait vraiment son match à ce stade. Et là, on arrive au basculement clé du match. Le moment pivot, le moment le plus important de la partie. 4-3 pour Cerundolo. Il est plus qu'à deux jeux simplement, de sortir Novak Djokovic, son idole d'enfance. C'est la première fois que les deux hommes se jouaient, donc forcément, au niveau mental, on commence à réfléchir, et il va laisser un tout petit interstice. Vraiment un minuscule interstice, une faute directe, une double faute ici, et tu te dis, il est à 35, ça va. Mais non, Novak, il va voir ça, l'odeur du sang, le goût du sang, le prédateur qui va s'infiltrer dans la brèche. Tu peux pas te permettre de faire ça contre Novak. C'est facile à dire, forcément, de notre position. Cerundolo, on sent qu'il y avait une famille nombreuse dans sa tête et c'était difficile pour lui de garder la tête froide. Mais cette petite double, cette petite faute, il l'a payé extrêmement cher. À ce stade, on sent que c'est encore un petit peu difficile pour Djokovic. On sent également qu'il y a une clarté d'esprit qui est remarquable. Il sait qu'il a fait la différence. Le match, on le sait, dès que Novak a débreaké, c'est fini pour Cerundolo. C'est terminé. C'est terminé. On le sait, le public le sait, Cerundolo le sait. C'est tragique pour le joueur argentin, mais c'est comme ça. Et surtout, Novak, il va utiliser à partir de ce moment-là son énergie à bon escient. Là, par exemple, le fameux coup en extension, en coup droit qui va retourner l'échange. Un autre moment fondamental du match, nous sommes à 5 partout, 30-40, balle de break pour Cerundolo. Il aurait servi pour le match, mais bon, il y avait encore un chemin assez pentu. 3 volets pour Novak Djokovic qui se retrouve dans cette position. Cerundolo, il a la balle dans la raquette, il l'a pour la mettre, pour la déposer, mais c'est dur. Il y a une course comme ça. Forcément il y a une grande intensité, il va pas réussir à correctement relever la balle. Djokovic a survécu au jeu à 5 partout et là il va pouvoir porter le coup fatal à 6-5 et je ne comprends pas ce que j'ai vu à partir de ce moment-là, des extensions, des courses, il n'y a plus rien du tout au niveau du genou, on a retrouvé un Djokovic à 100% et forcément Cerundolo il voit ça, il se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on est en train de me faire? Est-ce une hallucination collective? Le gars, il arrivait plus à marcher, il boitait, et puis tout d'un coup, il nous sort des défenses en extension tentaculaire à quasiment 4 heures de jeu. On arrive au début du 5e et je vous le donne dans le mille, Djokovic qui va breaker immédiatement avec des coups qu'il ne réalisait plus depuis une éternité, et notamment donc des appuis solides sur son genou droit. Cerundolo qui va quand même se débattre et vendre chèrement sa peau. Nous sommes à 30-0 pour Djokovic qui sert pour tenir son break et basculer à 3-0. Et Cerundolo qui va vraiment se dépouiller. J'ai bien aimé ce point-là avec un superbe passing de coup droit. Novak avait le genou cassé en vrac. Il va se permettre de faire une grosse chute
à 2-1. Franchement, le gars qui a écrit le scénario de ce match, en fait, il a pris un match typique de Djokovic, il a recoupé des morceaux un peu partout, il a recombiné un truc un peu bizarre, mais l'image du match, et c'est aussi l'image de la miniature, c'est celle-là. Ça nous rappelle ce qu'il avait sorti face à Yannick Sinner à Wimbledon, vous vous souvenez, hein, le passing de revers en bout de course, il avait terminé en mode je m'envole, bisous je m'envole, là il a fait un peu un mode, voilà, je fais une petite brasse coulée, grosse glissade, gigantesque volée. Après tout ce qu'il a montré dans ce match, le scénario du match, ça n'a absolument aucun sens, mais vraiment aucun sens, faut pas chercher. Hein. Et Djokovic, comme à la parade, de façon implacable, qui va terminer son œuvre, qui va parachever le travail avec un superbe, vraiment, travail, insistance sur le revers de Cerundolo, 2, 3, 4 frappes. Derrière, voilà, il va avancer, il va tomber la petite amortie ici. Il va finir par faire le break sur ce jeu. C'est l'heure du bilan sur ce match et il est complètement fou. Novak Djokovic a passé 4h39 sur le court aujourd'hui. C'est un tout petit peu plus que ce qu'il a passé face à Lorenzo Musetti, terminé au beau milieu de la nuit samedi soir, donc la nuit de samedi à dimanche. Il a réussi à remettre ça moins de 48 heures après. Il a passé plus de 9 heures sur le court. Pour un gars qui était soi-disant complètement cramé depuis l'Open d'Australie, il y a encore des beaux restes. Alors, vous l'avez compris, je pense, au niveau de l'analyse, il y a une dualité en moi sur ce que j'ai vécu. J'avais été totalement emballé parce que j'ai vu face à Lorenzo Musetti. Je pense que c'était une performance fantastique, vraiment fantastique, all-time. Là, il y a un petit goût bizarre. Il y a un goût bizarre parce que ce qu'on a vu dans son déroulé... Alors, je sais que certains vont me dire, ouais, bah, les antidouleurs, ça existe, il a réussi à passer outre ça. Ouais, mais vraiment, dans le langage corporel, on a l'impression qu'il pouvait plus marcher. Entre les points, et pendant les points, il courait comme une gazelle. Donc vraiment, il y a une histoire de metagame qui est très importante. Il y a aussi son langage corporel global qui a été, je trouve, assez combatif / négatif. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on peut dire sur ce match et sur le précédent, c'est que les deux matchs encapsulent, à mon avis, à merveille, qui est Novak Djokovic. Un joueur clivant, un joueur spécial, un gars qui est capable de repousser ses limites, mais comme aucun être humain n'est capable de le faire, surtout à son âge canonique. Et je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour digérer ce qu'on a vu et vécu ce soir. Je veux bien votre avis dans les commentaires, c'était une analyse, un react à chaud, je pense que c'était bien aussi de le faire dans ces conditions-là, mais voilà. Je vais essayer de retrouver un peu la raison après avoir vu cette petite dinguerie. Et on se termine avec le coin prono, sponsor par les Winami de Winamax qui m'accompagnent sur l'ensemble de la quinzaine à Roland-Garros. On se régale avec eux. Avec Wina, je suis aussi sur le max en filet tous les lundis, ça vous le savez. Vous avez une offre dans la description, jusqu'à 100 € de freebet pour toute première inscription sur Winamax. Offre impérativement, exclusivement réservée aux adultes, de 1, mais de 2, ne pariez pas des sommes que vous ne pouvez pas perdre. Ça c'est important. Pariez juste des sommes plaisir que vous pouvez perdre, jouez responsable, c'est impératif. 2 matchs demain au programme, les quarts de finale entre Grigor Dimitrov, Dimitrov et Yannick Sinner, et nous aurons également Stefanos Tsitsipas versus Carlos Alcaraz en night session. Vous le voyez sur les cotes, 2 matchs qui manifestement, d'après les books, devraient être à sens unique. Yannick Sinner, Dimitrov, alors j'ai peur d'une chose, vous connaissez, vous savez où je vais en venir, la diagonale revers, l'insistance côté revers, les coups droits sur le revers de Grigor Dimitrov qui va devoir défendre dans cette position. Le seul salut pour Grigor, ça va être des conditions sèches, ensoleillées et d'aller à l'attaque. Se jeter vers l'avant, se jeter au filet, être flamboyant, être Roger Federesque. Est-ce que ça peut suffire? J'ai un gros doute. Peut-être un 7. Et pour la rencontre entre Tsitsipas et Alcaraz, eh bien je trouve que ce sont des rencontres jumelles. Il y a des ponts énormes parce que Tsitsipas, pareil, va devoir être impérativement à l'attaque, conquérant, et surtout, il faut que le meilleur coup sur le court demain soir entre les deux hommes soit le coup droit de Stefanos Tsitsipas. Est-ce qu'il peut y arriver? On a eu déjà un élément de réponse en conférence de presse. Alcaraz, il a dit j'ai pas peur. Je l'ai jamais perdu contre Stefanos, j'ai pas peur, je sais comment jouer, et on sait comment il va le jouer. Côté avantage, service kické sur le revers de Stefanos, merci, au revoir, la balle va être courte. Ensuite, Stefanos, au retour de service, il va se reculer à 4 mètres de ligne de fond pour avoir du temps sur son revers. Ça va être service, petit amorti. Et pour que Stefanos gagne, voire moins que ça, prenne simplement un set, je pense qu'il faut qu'il y ait un Alcaraz qui fasse une pluie de fautes, qui se fasse agresser. C'est le game plan contre Alcaraz, c'est l'agression permanente. Mais le truc, c'est Stefanos, est-ce qu'il peut le faire côté gauche, côté revers? Grande question. Donc je vois Sinner Alcaraz, vraiment logique, peut-être un set pour Grigor, un set pour Tsitsipas au mieux. Alors on va voir comment je gère demain les vidéos, parce que je pense pas que je ferai de vidéos sur juste le Dimitrov Sinner, donc on verra comment on s'organise, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures mon très cher Goth. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, et mange des fraises. J'ai pas réussi à faire la conclusion.